C'est bon, je pense avoir trouvé un univers avec un vampire compétent. Générique. Salut à tous, est-ce que vous connaissez Hellsing? Ouais, c'est celui qui a pourchassé Dracula. Non, le manga Hellsing. Les vampires et les mangas, ils ont souvent fait bon ménage. Au plus loin que j'ai pu remonter, on trouve un manga sobrement intitulé Vampire, créé par nul autre qu'Osamu Tezuka. Et ils sont toujours bien présents jusqu'en 2024, avec la parution de Hoshini Amagami. J'aurais sans doute pu faire une vidéo entière sur les vampires dans les mangas, mais on va s'arrêter sur Hellsing. Derrière Hellsing, on trouve Kuta Hirano, un mangaka ayant trouvé sa vocation dans les pages du Etapi Manga Kenkyujo créé par les Akira, Toriyama et Sakuma, le créateur de la célèbre série de jeux au Japon, Momotaro Dentetsu. Malgré son appellation, le Etapi Manga Kenkyujo n'est pas un manga à proprement parler, mais plus un recueil pour apprendre à dessiner les mangas, en suivant les conseils du maître Toriyama, qui se payera même le luxe d'analyser les planches des dessinateurs en herbe dans une partie du bouquin. Donc maintenant que Kuta a un objectif, il se trouve une place en tant qu'assistant de mangaka. Alors duquel, je ne sais pas, parce que cette partie de sa vie semble être assez nébuleuse. Faut dire, il se définit lui-même comme étant un horrible assistant paresseux. Pas sûr que ça ait aidé. En parallèle de ça, il va commencer à développer ses mangas, en entrant dans la catégorie très spécifique des hentai. Comprenez qu'il n'y aura pas beaucoup d'extraits. De toute façon, ils ne sont pas vraiment trouvables. On peut compter Angel Dust, rien à voir avec City Hunter. Je regrette, mais je ne peux plus rien faire pour toi. Un manga où l'on suit Anderson, un assassin de la mafia qui se déguise en prêtre pour échapper à ses poursuivants. Ce qui, curieusement, me rappelle un autre film. C'est pas une idée, ça. C'est une connerie. Il sera également à la plume et au crayon de Coyote, un manga se déroulant en France durant la Seconde Guerre mondiale, où l'on suivra le personnage de Pip Verneded contre les Allemands avant que ceux-ci ne s'envolent pour l'Amérique du Sud. Et enfin, il trouvera sa passion pour les vampires avec son prochain manga, qui n'est nul autre que Hellsing, la légende du chasseur de vampires. Mais tu n'es pas loin, car dans ce manga, on va découvrir un homme, chasseur de suceurs de sang, qui va sauver une jeune fille de deux de ses monstruosités. Manque de bol, ce manga sera considéré comme un échec par Hirano, qui le rangera au placard après seulement un chapitre de 17 pages. Et avant de s'attaquer à High and Low, une autre histoire courte mettant en scène deux femmes durant la Seconde Guerre mondiale, avec la petite particularité d'être cette fois-ci du côté de l'Axe. Les deux protagonistes étant des espionnes travaillant au succès de l'opération Barbarossa. Toutes ces œuvres ont un point commun, à savoir que les différents personnages seront réutilisés d'une manière ou d'une autre dans son manga phare qui arrivera peu de temps après, Hellsing. Le monde de Hellsing se divise en 3 factions, ce qui, vous en conviendrez, est très pratique pour le format de l'émission. Et une fois n'est pas coutume, on ne va pas commencer par l'éponyme, mais par les factions rivales. Avec, dans un premier temps, Iscariote. L'organisation Iscariote est l'une des factions cherchant à tuer les vampires et faisant partie du Vatican. Bénissez-moi mon père, car j'ai Péché, oui, je sais, pour ça vous êtes très fort. D'ailleurs, son nom exact est la section Xi du Vatican. Ça se dit 13. Ils sont fous, c'est romain. La section 13 n'est pas réellement une faction ennemie de l'organisation Hellsing, mais bien plus des rivaux ancestraux et naturels. Ils ont un objectif commun, à savoir défoncer des vampires, donc il leur arrive de travailler ensemble quand c'est nécessaire. À savoir pratiquement jamais. Leur nom d'organisation Iscariote leur vient en réalité du nom de famille de Judas, qui trahit Jésus pour 30 pièces d'argent. Ceux qui ont vu les précédentes vidéos savent pourquoi, et les autres, vous n'avez qu'à aller voir les précédentes vidéos. Lorsque Judas eut trahi Jésus, on le récompensa de 30 pièces d'argent. De ce fait, ces pièces devinrent un symbole de trahison envers Dieu. D'ailleurs, l'organisation semble être aussi vieille que la trahison elle-même, puisqu'elle date d'environ 2000 ans, et qu'elle n'est pas la seule. En effet, bien que très peu d'infos existent à leur sujet, il existe une section I appelée Organisation Matthieu, ce qui laisserait présager qu'il existe en réalité 11 autres branches secrètes de l'Église catholique romaine, une pour chaque apôtre jusqu'au remplaçant de Judas, Matthias. Par contre, on ne sait pas quels sont leurs secteurs d'activité. On sait qu'Iscariote a pour mission d'affronter les 7 405 926 démons de l'enfer. Autant dire qu'ils ont du pain sur la planche. Ou qu'ils ont quelque chose à se mettre sous la dent. C'était un trait d'humour. Je vois.
Mais vu qu'on les voit s'occuper uniquement de vampires, difficile de savoir s'ils affrontent bien tous les démons ou si leur secteur d'activité est restreint à ces créatures de la nuit. Le cas échéant, il est possible que les autres monstruosités tombent sous la juridiction des autres sections. Les troupes du Vatican sont appelées les paladins et possèdent un panel d'armes assez varié. La majeure partie d'entre eux utilisent des simples armes à feu possédant des balles en argent tout aussi efficaces contre les vampires que contre les humains. Des fois qu'il faudrait affronter autre chose qu'un vampire. Alors que tu ne tueras point, c'est quand même dans leur code. Le code est plus une sorte de guide général qu'un véritable règlement. Mais on a également vu d'autres membres manier le katana ou encore Anderson, on le retrouve, qui lui utilisera des baïonnettes trempées dans l'eau bénite. Beaucoup de baïonnettes. Genre au moins 1 millier. L'armée d'Iscariote se fera également surnommer l'avant-garde des prêtres armés. Et notez bien que l'on précise le terme armée, pas armure. Parce qu'il est tout à fait normal pour un groupe cherchant à affronter des vampires de ne pas se protéger un minimum. Ainsi on ne trouve aucune protection si ce n'est une croix. Alors oui, la croix peut être une protection contre les vampires, mais dans ce cas-là, contre tous ceux qui sont pas des vampires, ils font comment? D'un autre côté, le gros des armées papales réside dans la 9e croisade, qui comptait pas moins de 3000 hommes et qui possédait cette tenue. Mais ça ressemble quand même vachement à... Oui, mais on va pas le dire. C'est clair que niveau design, on a vu mieux. Georges, ta capuche, enlève la tarda. Cette armée est composée de 4 ordres distincts, bien qu'on ne sache pas quelles sont leurs spécificités. Nous avons donc les chevaliers des frères Sagelli représentant l'ordre des chevaliers de l'épée de Courlande. Ils ont pas choisi le nom le plus court, qui descend probablement de l'ordre des chevaliers porte-glaives qui dirigeait cette région dans les années 1900, et qui est composé de 340 membres. Viennent ensuite les chevaliers de l'ordre de Calatrava la Nueva, une partie de l'armée pontificale espagnole fondée en 1147 et qui compte 118 têtes de pioche. Troisième ordre avec 257 combattants, les chevaliers de l'ordre militaire de Santo Stefano di Toscana, qui doit faire référence à l'ordre de Saint-Étienne fondé par Cosmo de Médicis et qui avait pour but de combattre les pirates. On se remet en chasse et on fait ma passe. Et enfin, les derniers, mais pas les moindres, les chevaliers de l'ordre de Malte, qui pour le coup ont un nom facile à dire et qui descendent sans doute des hospitaliers. Par contre, niveau répartition, on sent qu'ils ont un peu merdé, parce que l'ordre de Malte, il a récupéré les 2457 membres restants. La seconde faction, véritable ennemi de l'histoire, c'est Millennium, un nom qui leur vient de leur dirigeant tant adoré durant la Seconde Guerre mondiale. Nazi-Methoden. D'ailleurs, le nom de Millennium ne fait pas référence à la série de bouquins écrits par le Suédois Stieg Larsson, mais à l'Empire de Milan qui devait faire fureur en Allemagne. Ça fait quand même 2 fois qu'on parle de vampires et d'Allemands dans cette série. Il y a peut-être un truc à creuser. Disons qu'à l'époque, ils avaient un peu le feu au culte et ils partaient à la recherche de tout ce qui était surnaturel. Je veux dire, ils ont cherché le marteau de Thor, le Graal et peut-être même la toison d'or. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils sont l'ennemi naturel de notre archéologue préféré. Les nazis, je hais ces gars-là. Pour en revenir à Millennium, il est aussi connu sous le nom d'Ordre Spécial 666. Une référence évidente à la bête. Autant dire qu'ils vont nous empiler les clichés plus vite qu'un vampire ne gonfle en présence d'ail. Fondé à la fin de la guerre avec pour fonction d'utiliser les méthodes occultes pour faire pencher la balance en leur faveur, ils se sont intéressés aux vampires. Mais pas que, on le verra plus tard. En revanche, leur vampire original n'est autre qu'une femme qui se nomme curieusement Mina Harker. Oui, Hellsing se passe dans un univers où Dracula n'a jamais été tué et où Mina n'est jamais réellement redevenue humaine. Par contre, pour propager sa condition de vampire, tout porte à croire qu'elle n'a mordu personne, les vampires de Millennium étant plus des cobayes d'expérience, ayant bien ou mal tourné selon le point de vue. En somme, les vampires de Millennium, ce ne sont pas des vampires au sens propre du terme. Fort heureusement, Hellsing va débarquer et va nous tuer tout ce petit monde en moins de temps qu'il ne faudra pour le dire. Du moins, c'est ce qu'ils vont penser, puisqu'une partie d'entre eux vont réussir à survivre et partir pour le Brésil, non sans l'aide de leurs alliés de l'époque, le Vatican. Non mais, le Vatican, il a une armée pour arrêter les vampires. Oui. Mais là, ils les ont aidés. Oui. Ils peuvent être cohérents plus de 2 minutes. Ah mais ils vont le regretter presque aussi vite qu'ils vont aider. Et puis ils vont se dédouaner en mode « Non mais nous on n'a rien fait ». L'armée allemande va donc vivre en sous-marin avec le millier d'hommes ayant survécu pendant une 60aine d'années, avant de vouloir reprendre son objectif en attaquant la capitale anglaise. Alors, il faut savoir qu'ils ont visiblement mis tout le pognon sur les recherches et les expériences sur les créatures de l'enfer, parce que niveau matos,
Ils sont restés bloqués en 40. Et vas-y que j'utilise toujours des armes à verrou, et vas-y que j'emploie des missiles V1, et vas-y que mon moyen de transport c'est le Zeppelin. Je sais pas quel est le but de la manœuvre. C'est aussi con que si des samouraïs se battaient en armure traditionnelle durant la révolte de Satsuma. Comme vous l'avez dit, colonel. Ce sont des sauvages, avec des arcs et des flèches. Le fonctionnement de l'armée de Millennium, il comprend 3 grandes factions. Dans un premier temps, celle des loups-garous, qui correspond un petit peu à l'unité d'élite de la faction. C'est là qu'on retrouve les êtres les plus puissants. C'est notamment le cas de Schrödinger. Ah ouais, je sais, c'est le mec du chat. Aucun lien de parenté. En revanche, c'est un garçon-chat qui a justement cette particularité de pouvoir se trouver partout à la fois. Déjà sur le plan physique, mais il en va de même pour les rêves ou les illusions. Mais on va aussi retrouver le capitaine qui lui est un vrai loup-garou. Oui, je sais, c'est pas simple. Cette unité a également été créée durant la Seconde Guerre mondiale, mais au moment de leur retour, il ne reste que quelques membres originaux, dont le capitaine dont on vient de parler, mais également Zorin, considéré comme le vampire le plus puissant de Millennium à l'époque. Par la suite, nous retrouvons les chercheurs occultes, qui ne sont pas des combattants, mais comme leur nom l'indique, des chercheurs. Oui, je sais, là c'est simple. Le but de ces chercheurs, depuis toutes ces années, c'est de créer une armée de vampires pour mener à bien leur domination du monde. Alors, je dis vampires, mais en réalité, ce sont des ghouls. Quelle version des ghouls? Alors ici, le terme est utilisé pour désigner un vampire qui va servir de chair à canon, histoire de le différencier avec le vampire un peu plus puissant. On est très loin de l'image originale plus proche des djinns. Et c'est encore une fois durant les années 40 qu'ils vont réussir à créer ces abominations en utilisant des prisonniers, principalement soviétiques, comme cobayes. On ne sait pas exactement combien ont été créés durant cette période, mais l'arrivée de Hellsing va réduire ce nombre aux 1000 cités plus tôt. Le membre le plus célèbre de cette unité et leur chef est le Docteur. Oui, je sais, le capitaine, le Docteur, les gars, ils ont plus des noms, ils ont juste des fonctions à ce stade. Le Docteur n'est pas tellement un mauvais bougre. Enfin, pour autant qu'un dirigeant de l'armée allemande dans les années 40 faisant des expériences sur des humains puisse ne pas être un mauvais bougre. Ce que je veux dire par là, c'est que contrairement au reste de l'armée, le but du Docteur est avant tout scientifique. Vous et moi, on est des savants fous. Il n'est pas tant intéressé par la guerre qui se profile que par l'envie de créer le vampire ultime capable de vaincre tous les autres. Peu importe comment vous retournez le problème, c'est une mauvaise idée. En revanche, on sait très peu de choses sur la véritable nature du Docteur. Tout porte à croire qu'il était là depuis la fuite pour le Brésil, mais son âge est inconnu, ainsi que sa véritable nature, vu qu'il ne montre jamais aucun pouvoir. Ce qui nous amène au dernier groupe de cette armée, le Letztes Bataillon, que l'on peut aussi appeler le dernier bataillon, pas la peine de s'énerver avec le nom. Et on va faire simple, c'est toute la fameuse chair à canon allemande. Tout ce qui ne rentre pas dans la faction des loups-garous ou qui n'est pas scientifique se retrouve là-dedans. On peut néanmoins subdiviser le groupe en 3, mettant d'un côté les forces d'assaut principales, d'un autre les forces de Zorin, et enfin les spécialistes de Rip Van Winkle. Le premier reprend le gros des troupes, environ 2/3 des effectifs, et sert pour attaquer le menu fretin, à savoir les civils ou les installations militaires. Depuis quand les installations militaires c'est considéré comme du menu fretin? Depuis que les troupes en face sont des vampires immortels et que la seule chose qui semble les arrêter c'est A. Des balles en argent, B. Des armes bénies, ou C. Des grosses explosions qui ratissent la moitié du quartier. Disons que, tout militaires qu'ils sont, ils partent un peu désavantagés. Mais comme le dit le proverbe, Immortel peut-être, mais pas invincible. leur côté chair à canon n'est pas volé non plus, vu comment ils se font réduire comme peau de chagrin durant les conflits. Le second groupe est de son côté composé du dernier tiers et répond aux ordres de Zorin. Il est utilisé pour les opérations plus spécifiques et demandant plus de méthodes pour arriver à leur fin. Et c'est quoi leur méthode? Ils foncent dans le tas sans réfléchir. Et par rapport aux autres, ça change quoi? Ce qui change, c'est Zorin dont les pouvoirs lui permettent de créer des illusions. Donc, ils foncent dans le tas, mais personne ne les arrête, paralysés par la peur. Et le troisième groupe, celui de Rip Van Winkle. Et ceux qui sont un peu attentifs doivent actuellement se dire « Mais si le premier groupe compte 2/3 des effectifs et que le deuxième compte le dernier tiers, eux, ils viennent d'où ?» Eh bien, c'est parce que leur nombre est infime par rapport aux deux autres groupes, donc on a un peu arrondi les chiffres. La particularité des spécialistes de Van Winkle, c'est qu'ils sont à l'opposé des deux autres groupes, jouant beaucoup plus sur l'infiltration et l'espionnage. Oui, parce que les vampires peuvent faire preuve de stratégie. Ceci est d'autant plus visible par leur uniforme qui, contrairement aux autres, est plus proche des Fallschirmjäger, ou, dans la langue de Molière, les parachutistes allemands de la Seconde Guerre mondiale.
Tout ce petit monde répond aux ordres du Major, un petit soldat allemand qui dirige ses troupes depuis les années 40, alors qu'il a l'air quand même assez bien conservé pour son âge. Non mais même Magneto après 3 cures de jouvence n'y fait pas aussi jeune. Alors ce serait facile de parler d'immortalité dans un monde de créatures surnaturelles, et ce n'est pas entièrement faux. Donc le Major, vampire, loup-garou, démon, rien de tout ça. De manière totalement aléatoire, au milieu de toutes ces créatures fantastiques, le Major est en réalité un cyborg. Je sais pas quoi rajouter. 3e partie. Enfin, on y est, on va pouvoir parler de Hellsing. Cette organisation tire son nom de son créateur, fin du 19e siècle, un certain Abraham Van Helsing. Oui, dans cet univers, il n'a pas réussi à battre Dracula, mais il a fondé une organisation pour tuer tout ce qui était surnaturel, en basant son siège à Londres, alors qu'il est néerlandais. Notons aussi qu'en passant du statut de simple professeur à dirigeant d'une organisation anti-vampire, le nom de Hellsing a gagné un L. Sans doute parce que comme ça fait beaucoup plus dark. Même si, en vrai, ça veut juste dire l'enfer chante. That's death. No need to take a breath. Just lie around all day. Ouais, tout de suite, c'est beaucoup moins classe. L'autre particularité de cette agence par rapport aux deux rivales, c'est qu'elle est publiquement connue et officiellement la ligne de défense du Royaume-Uni contre les forces du mal. Même si ce point est sujet à débat, l'Irlande du Nord est techniquement sous leur juridiction, mais le Vatican considère que non. Attends, tu veux dire que dans cet univers, c'est parfaitement acquis qu'il y a des vampires? Oui et non. La couronne reconnaît pleinement leur existence, mais ce n'est pas forcément le cas pour le peuple, notamment les policiers qui ne se privent pas pour allègrement se moquer de cette organisation qui chasse les créatures de contes de fées. Tout ça pour ne pas faire peur aux habitants de Londres qui pourraient craindre un nouveau Jack Talon à ressort. Cependant, ce silence est bien souvent mis à mal, les opérations de Hellsing pouvant par moments faire trop de bruit et alerter la populace. Le but de Hellsing, c'est bien évidemment de combattre les vampires, mais ce n'est pas toujours le cas. Les vampires qui entrent dans le territoire anglais seront évidemment tués sans la moindre hésitation, si et seulement si ils sont une menace pour la société. Dans le cas contraire, ils seront laissés bien tranquilles. C'est ça. Je vois pas en quoi c'est une bonne nouvelle, mais c'est ça. Et pour ce qui est de l'étranger, c'est un peu pareil. Ils estiment qu'ils devront intervenir uniquement si ces derniers sont une menace pour la Grande-Bretagne, l'Église d'Angleterre ou la couronne britannique. En dehors de ça, les autres pays, ils peuvent bien crever. Après, l'organisation Hellsing est assez controversée, principalement pour ses méthodes pas très catholiques. Dans le sens premier du terme, à savoir utiliser des armes ou des créatures que l'Église n'approuverait pas. L'une d'entre elles, c'est notamment le fait de tuer des humains sans aucun remords, si ces derniers travaillaient avec des vampires. Ce qui est légèrement ironique quand on connaît leurs troupes. En quoi c'est ironique? Alors, leurs troupes. Au sommet de l'organisation, nous avons la descendante de Van Helsing, Integra, ou plus vite, comme elle se présente... Integra Farbrukewingetz Helsing. Une jeune femme de 22 ans qui a pris les rênes de la société au décès de son père suite à une maladie. C'est quand même cocasse de risquer sa vie contre des vampires, mais de mourir à cause d'un rhume. Suite à sa mort, elle perdra également son oncle, mais lui l'avait bien cherché, puisqu'il comptait à son tour prendre le contrôle de l'organisation, en tuant une gamine de 12 ans. Depuis, elle est devenue une experte aux armes à feu, en plus d'un charisme qui fait trembler des genoux la moindre personne qui voudrait lui tenir tête, avant même d'avoir prononcé le moindre mot. À ses ordres, il y a bien évidemment ses troupes de base, une véritable armée qui, comme pour les deux autres factions, sert surtout à se faire tuer. Je veux dire, ils ne sont même pas efficaces contre des vampires alors que c'est leur mission à la base. Autant dire que Hellsing pourrait s'en passer, que ça changerait pas grand chose. D'ailleurs, ils vont s'en passer pour engager les oies sauvages. Ils veulent engager des oiseaux? Non, c'est un groupe de mercenaires qui répondent aux ordres de Pip Bernadotte, le descendant du gars qui avait affronté les Allemands dans l'un des premiers projets d'Irano. Alors, ce n'est pas dit officiellement que c'est son petit-fils, mais les deux se ressemblent tellement que c'est presque une évidence. La particularité de ces mercenaires, c'est qu'ils n'acceptent malgré tout que les causes qu'ils jugent justes. Pas question de s'associer aux tyrans du coin. Donc, quand on leur propose de défendre la maison d'une noble anglaise, ils acceptent, avant de se rendre compte qu'ils vont devoir affronter des vampires, et là ils sont un peu moins chauds. Mais ils sont doués contre les vampires au moins? Alors, au corps à corps, pas forcément, mais fort heureusement pour eux, ils sont beaucoup plus efficaces en combat stratégique. Parce que très vite, ils vont se rendre compte que les vampires ont une grande faiblesse.
Ils sont faibles contre les pieux, ils ne supportent pas la lumière du jour, ils sont révulsés par l'ail, ils n'aiment pas les symboles religieux. Non, enfin oui pour la majeure partie, mais c'est surtout une faiblesse au combat. Pour qu'un vampire soit véritablement une menace, il y a une condition majeure à remplir, c'est d'être à portée de sa proie. Le vampire sait difficilement vous mordre à 15 mètres de distance. Donc, les oies sauvages, elles vont se montrer très fortes pour maintenir la distance entre les deux groupes, notamment en transformant un champ de bataille en véritable champ de mine. Et se réjouir de la douce mélodie des vampires explosant au petit matin avec cette odeur d'explosif. J'aime l'odeur du napalm au petit matin. Mais tout ça n'est pas suffisant pour affronter cette horde de créatures surnaturelles. Pour ça, Hellsing possède 2 cartes joker, à savoir leur propre vampire. Mais c'est autorisé d'avoir des vampires pour combattre des vampires? Alors, selon les règles établies dans la première vidéo, il n'y a rien de plus efficace pour tuer un vampire qu'un autre vampire. Donc c'est un peu œil pour œil et croc pour croc. Après, l'armée de vampires de Hellsing, elle se limite à 2 représentants, Seras Victoria et Alucard, qui est un anagramme. Oh cool, j'adore les anagrammes, je vais te trouver ça tout de suite. Non mais c'est... Bon, on va le laisser chercher et s'attaquer en premier à la vampire. Seras est une jeune policière d'une vingtaine d'années qui se retrouve face aux ghouls lors d'une opération de routine. Et alors qu'elle allait servir de casse-croûte de luxe, on fait appel à qui pour combattre les méchants? On fait appel à qui pour sauver les enfants? Au Samurai Pizza Cats. Mais c'est pas le bon manga. Ça faisait un moment que j'attendais qu'on nous le propose. À la place, c'est Alucard qui va venir la sauver, en tuant ses agresseurs, puis en la mordant pour la changer en vampire. La méthode est discutable, et oui, c'est le scénar dont on parlait dans l'intro. Seras va donc devenir une Draculina, une femme vampire, du moins à demi-vampire, tant qu'elle n'aura pas bu à son tour du sang, ce qui ne manquera pas d'arriver. Et une fois que ça sera fait, elle passera de machine à tuer à véritable monstre sanguinaire, éradiquant tout ce qui est vampire sans grincer des dents. Ce qui nous amène au personnage central du manga, Alucard. Alors, niveau anagramme, ça donne quoi? Eh ben, j'ai trouvé du Alcar ou du Clara. C'est juste Dracula à l'envers. Pourtant, j'avais donné un indice. Draculina, ce n'est pas un terme pour désigner les jeunes vampires, mais les vampires issus de la lignée de Dracula. Parce que notre bon vieux Van Helsing, à défaut de tuer le vampire, a passé un pacte avec lui pour qu'il défende toute sa famille. Ainsi, il a pu passer les siècles en protégeant l'Angleterre qu'il s'était pourtant juré de conquérir. Oui, le Dracula de Helsing, il sait quand même bien assagi. Il a même fini par apprécier les humains et reconnaître leurs forces, notamment face à la mort, principalement parce que lui n'avait pas fait preuve d'autant de courage. Okaeri, Hakushaku. Tadaima, Hakushaku. Je vous remercie à tous d'avoir regardé cette vidéo et j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, à vous abonner pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux. Moi je vous dis à très vite, c'était le Grim Squeaker pour vous servir.